Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré à l'histoire du rhum. Je m'appelle Mathieu Lange, je suis passionné par l'histoire et la culture du rhum. Depuis plus de 10 ans maintenant, je contribue à la rubrique Histoire et patrimoine du magazine Rhum Porter. Et je suis également conseiller dans une très célèbre cave à Rome qui possède un site internet et une boutique à Paris. Dans ce premier épisode, nous allons traiter de l'émergence du rhum agricole en Martinique à la fin du 19e siècle. Dans les grandes lignes, la transformation de l'industrie du rhum dans les années 1880-1890 est assez simple. À partir de 1883-1884, une crise sucrière mondiale éclate, le prix du sucre s'effondre et les petites habitations sucrières abandonnent la production sucrière au profit de la production de tafia, disait-on à l'époque, issue directement du pur jus de canne. La canne à sucre sur ces habitations ne sert plus à produire du sucre, mais directement du rhum. Si les grandes lignes sont celles-ci, nous allons décortiquer ce mouvement historique et en déceler les subtilités. Alors les premières subtilités apparaissent en réalité dès la définition des termes que nous allons utiliser dans ce podcast. Première subtilité, le rhum agricole. Aujourd'hui, la définition du rhum agricole est simple, il s'agit d'un rhum produit à partir du jus de canne à sucre fermenté. Cependant, à l'époque, la notion de rhum agricole n'existe pas. On parle de distillerie agricole d'un côté et de l'autre de rhum d'habitants ou de rhum habitants, Z', mais on ne parle pas de rhum agricole. La distillerie agricole, depuis 1850, est un statut fiscal. Ce n'est pas un type de production. Toute entité distillant les produits de ses propres terres est considérée comme une distillerie agricole. Autrement dit, le rhum d'une distillerie agricole peut être produit à base de pur jus de canne, de sirop ou de mélasse tant que les champs de canne lui appartiennent. A l'inverse, si une distillerie produit du rhum pur jus de canne mais avec les cannes provenant par exemple du champ voisin, il ne s'agit pas d'une distillerie agricole. Ça, c'est très important dans la définition des termes. Concernant le rhum d'habitants, il s'agit d'un rhum produit sur les habitations dont le schéma économique et la technique de production sont hérités du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, le mot habitation est très largement utilisé dans l'univers du rhum. Nous connaissons les marques HSE, Habitation Saint-Étienne, Habitation La Salle, l'Habitation Clément ou bien l'Habitation du Simon. Mais le mot habitation n'a plus le sens économique qu'il avait auparavant. À l'époque, on décompte 3 unités de production du rhum en Martinique au XIXe siècle. L'habitation, dont je viens de parler, l'usine sucrière, qui produit du sucre puis du rhum à partir de la mélasse, et, troisième entité, la rhumerie industrielle, dont je reparlerai tout à l'heure. D'ici là, nous allons parler du déclenchement de la crise sucrière. La crise sucrière mondiale de 1883-1884 est tout simplement une crise de surproduction. La production betteravière en Europe, qui concurrence la production de sucre de canne, connaît une augmentation régulière qui s'accélère à partir de 1880. Parallèlement, le prix du sucre, qui connaît depuis plusieurs années une baisse lente mais continue, chute brutalement de 11% entre 1882 et 1883 et de plus de 22% en 1884. Donc nous sommes en phase d'un krach sucrier, pourrait-on dire. Face à cela, les habitations traditionnelles qui produisent encore leur propre sucre et leur propre sirop avec l'ancien système de chaudière dit perlaba ne peuvent pas tenir. Si elles ne se sont pas modernisées dans les années précédant la crise, cela signifie qu'elles ont une productivité médiocre et donc qu'elles sont étranglées par la chute des cours du sucre. A l'inverse, si elles se sont modernisées grâce à l'installation de nouvelles machines comme un moulin à vapeur par exemple, cela signifie qu'elles sont endettées et la chute des revenus du sucre ne permet plus de rembourser les crédits. La banque de l'époque s'appelle le Crédit Foncier Colonial et il est impitoyable. Si vous ne remboursez pas la part de votre crédit à échéance, vous êtes mis automatiquement en faillite, on ne renégocie pas un échéancier, l'habitation est saisie et est remise en vente. Vous l'imaginez donc, beaucoup d'habitations font faillite. Nous trouvons des exemples, que cela soit en Martinique ou en Guadeloupe, d'habitations qui feront 4, 5, voire 6 fois faillite durant la crise sucrière. La faillite ne signifie pas la fin de l'activité économique de l'habitation.
Certaines sont rachetées par le Conseil général qui transforme les habitations en cultures secondaires, comme le cacao ou le café. D'autres sont tout simplement acquises par les concurrents qui agrandissent leur domaine. Et certaines, il est vrai, ne sont tout simplement pas rachetées, faute de viabilité économique. Mais pour conserver la culture de la canne à sucre, il n'y a qu'une seule solution, à savoir transformer son activité en réduisant, voire cessant, la production de sucre au profit du rhum pur jus de canne. À côté des habitations, il y a donc les usines sucrières. Elles sont à la pointe de la technologie sucrière, mais elles ont mobilisé beaucoup de capitaux pour être construites, et elles sont donc également endettées au déclenchement de la crise sucrière mondiale. Les usines sont alimentées en canne à sucre par leur propre domaine, pas très étendues à cette époque, ainsi que par des habitations dites adhérentes qui ont cessé toute activité de production au profit de la livraison de leur canne aux usines. Cependant, ces habitations adhérentes connaissent également des difficultés financières, la chute du cours du sucre affectant aussi par ricochet leur rentabilité en tant qu'exploitation agricole. Et la crainte absolue pour les usiniers est de voir leur habitation adhérente faire faillite, car ceux-ci seraient alors contraints de racheter et d'exploiter eux-mêmes de nouveaux champs de canne à sucre, ce qui correspondrait à une charge supplémentaire. Lorsque la crise éclate, les usines réduisent leur production de sucre et augmentent leur production de rhum de mélasse. Les exportations de sucre de Martinique passent d'environ 49 000 tonnes en 1884 à 39 000 tonnes en 1885. Pour augmenter la production de rhum, les usiniers font venir de l'étranger, mais également de la Guadeloupe, de la mélasse. Ensuite, il y a un troisième acteur qui est la rhumerie industrielle. La rhumerie industrielle, c'est un acteur très particulier. C'est une entité économique qui n'existe que pour produire du rhum. Elle ne possède aucun champ de canne à sucre, donc il n'y a aucune culture, et la rhumerie industrielle se contente d'acheter de la mélasse pour distiller du rhum. En Martinique, c'est la ville de Saint-Pierre qui concentre le plus de rhumeries. Face à ces conversions de production, les exportations de rhum de Martinique passent de 126 368 hectolitres en 1883 à 188 238 hectolitres en 1887, c'est-à-dire un bond des exportations de rhum de quasiment 50% en 5 ans. C'est colossal. Mais qui dit augmentation brutale de la production de rhum dit également baisse des prix, à savoir 20%. Et là entre en jeu le quatrième acteur de cette crise qui est la colonie. La crise du sucre entraîne un effondrement des recettes fiscales. Le pouvoir s'empare de l'argument de la baisse des prix du rhum pour taxer l'importation de mélasses étrangères, car taxer l'importation de mélasses étrangères permet théoriquement de ralentir les importations et donc de faire remonter le cours du rhum. Mais surtout, ça permet à la colonie d'avoir de nouvelles ressources. Alors comment vont réagir les usines sucrières ainsi que les rhumeries ? Eh bien elles sont tout simplement vent debout face à cette idée. L'horizon sucrier étant sombre, il n'est absolument pas question pour elles d'entraver d'une quelconque manière le marché des mélasses et donc du rhum. En revanche, les petites habitations qui ne sont pas concernées par cette mesure en sont très satisfaites. Jusqu'à cette mesure de taxation d'importation des mélasses étrangères, on pouvait considérer un peu grossièrement que face à la crise, tous les producteurs de sucre et de rhum étaient dans le même bateau. À partir de là, s'installe une forme de fracture dans le monde du rhum, avec pour question centrale, aussi étonnant que cela puisse paraître, non pas celle de la nature du rhum, mais la question de la fiscalité des producteurs de rhum. Alors comment en est-on arrivé là ? Pourquoi la taxation de la mélasse étrangère fracture-t-elle le milieu du rhum ? Ça paraît bien mystérieux. C'est parce que les rhumeries industrielles et les usines sucrières se retournent contre les petites habitations qui non seulement bénéficient d'un régime fiscal privilégié, mais en plus s'adonnent à une importante fraude. Autrement dit, si la colonie veut des nouvelles ressources, qu'elle se tourne d'abord et avant tout vers les habitations. C'est là le discours des rhumeries et des usines. Au XIXe siècle, la fiscalité du rhum est basée sur la production et le débit, c'est-à-dire la consommation, mais aussi sur les importations de mélasse et les exportations de rhum. On n'imagine pas aujourd'hui, où l'on a une administration assez performante en matière de levée d'impôts, la fraude qui se pratique à l'époque. À la fin du XIXe siècle, en Martinique, il y a une foultitude d'habitations très difficilement accessibles du fait du mauvais entretien des chemins vicinaux.
Donc aller contrôler une habitation relève parfois de l'expédition. Il faut donc beaucoup de moyens humains pour le faire. Il y a par ailleurs certaines habitations qui ne sont accessibles que par la mer. Je vous laisse donc imaginer la situation en matière de maillage du territoire par l'administration, c'est assez difficile. En matière de débit de consommation, le marché est organisé par ce qu'on appelle la ferme générale qui est transformée par la suite en régie. Et cette régie assure elle-même la distribution du rhum fourni par les distilleries en le revendant aux cabaretiers, disait-on à l'époque, c'est-à-dire les débitants, les commerces de boissons. La régie prend une taxe au passage. Donc pour beaucoup d'habitations productrices de rhum, il suffit de ne pas apporter l'intégralité de la production à la régie pour exempter le rhum de cette taxe. Autre fraude, je vous ai dit tout à l'heure que la distillerie agricole était un statut fiscal et que celle-ci ne devait distiller que les produits de son champ. Concrètement, les distilleries agricoles ne payent pas d'impôt sur leur production si celle-ci est destinée au marché intérieur. Et j'ajoute que les distilleries agricoles ne payent pas non plus l'impôt foncier, contrairement aux usines sucrières. Or, les petites habitations sont régulièrement montrées du doigt, notamment à cause du fait que beaucoup utilisent de la canne non issue uniquement de leur propre champ. Et tout le monde, à différents degrés, semble en convenir à l'époque. Ces habitations sont accusées d'utiliser des matières premières extérieures à leur propre culture. Or, si tel est le cas, ces distilleries ne peuvent plus être considérées comme agricoles et doivent théoriquement être soumises à l'impôt. Là aussi, il y a une fraude importante dans la définition, dans le statut de la distillerie agricole. La seconde cible des usiniers et des rhumeries, qui contrôlent quasiment l'intégralité des exportations de rhum, ce sont les cabaretiers, qui vendent, via le système de la régie que nous avons évoqué, quasiment exclusivement du rhum d'habitants. À la fin des années 1880, on décompte 789 cabaretiers vendant du rhum en Martinique. Les producteurs de rhum industriel, rhumeries et usines souhaitent abroger le système de la régie afin de vendre directement leur rhum à la distillerie même. Le but des usiniers est tout simplement de reconquérir le marché intérieur qui est dominé par les distilleries agricoles qui sont de leur point de vue sous-imposées et en plus, nous l'avons vu, elles fraudent. Alors quels sont les résultats de ces attaques contre les habitations ? Globalement, les résultats sont nuls. C'est-à-dire que le pouvoir politique ne cède pas. La taxe sur les mélasses importées est maintenue, tout comme la régie qui gère le commerce intérieur du rhum. En revanche, le Conseil général opte en 1890 pour une autre solution dans la lutte contre la fraude des habitations, une solution venue de Guadeloupe, à savoir l'installation d'un compteur, le compteur CHAP, qui vise tout simplement à comptabiliser la production de rhum de chaque distillerie. Donc cela va considérablement réduire la fraude dans les années qui suivent. En 1890-1891, la situation économique générale se rétablit, les cours du sucre ont un peu remonté, sauf que malheureusement, en 1891, un cyclone s'abat sur la Martinique. Des habitations sont rasées, des usines sont atteintes. Les rhumeries industrielles qui vivent de la mélasse des usines sont contraintes d'augmenter leurs importations de mélasse, car les usines sucrières ne peuvent plus les fournir. Sans compter qu'à ce désastre s'ajoute une nouvelle crise sucrière, et par-dessus le marché, la France s'en mêle, en tout cas indirectement. La métropole décide d'augmenter de nouveau la taxe d'importation des mélasses étrangères. Alors cette taxe ne vise en réalité pas du tout les colonies, et donc pas du tout la Martinique. La France veut en réalité freiner l'importation de mélasse allemande dans l'Hexagone. Mais cette taxe s'applique in fine à tout le territoire et donc également aux colonies. Donc rebelote sur le débat des taxes. Nous passons les détails, mais cela va générer des tensions cette fois, non pas entre les distilleries agricoles d'un côté et les rhumeries et distilleries industrielles de l'autre, mais cette fois entre les rhumeries industrielles et les usines sucrières qui vont demander aux rhumeries industrielles d'arrêter d'importer de la mélasse, mais plutôt d'acheter de la mélasse martiniquaise pour compenser la nouvelle baisse des revenus liés à la chute du sucre. Dans ce débat qui se prolonge dans les années 1890, les distilleries agricoles s'en sortent plutôt bien. Elles ont réussi à pérenniser la production de rhum d'habitants. Entre 7 et 8 millions de litres de rhum, en très grande majorité du rhum de Vesoul, sont produits chaque année dans l'île. Et la surtaxe sur l'importation des mélasses étrangères protège en réalité les distilleries agricoles face au faible coût de production des rhums d'industrie.
La distillerie agricole en Martinique fait vivre, dit-on, directement et indirectement environ 30 000 familles à la fin du 19e siècle. Et c'est cette dernière donnée qui explique la relative protection dont ont bénéficié les distilleries agricoles de la part des autorités. 30 000 familles sur un territoire qui compte environ 200 000 habitants à l'époque, ce n'est pas rien. Il faut donc protéger économiquement cette population. Alors comment se matérialise une distillerie agricole à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle? C'est Perrault, un chargé de mission scientifique aux Antilles, qui nous donne la réponse dans un livre publié en 1903 intitulé « Le rhum et sa fabrication ». Il nous décrit le rhum d'habitant que l'on trouve à la Martinique. Je cite. « Ce rhum est obtenu au moyen du vesou ordinaire ou au moyen du vesou cuit et exceptionnellement au moyen de gros sirops. Le rhum d'habitant, surtout celui du vesou, est entièrement consommé sur place, le créole avec infiniment de raison préférant le rhum d'habitant au rhum industriel. » L'auteur poursuit. Les grands importateurs de rhum en France ne veulent pas du rhum d'habitant parce que, disent-ils, le public n'en voudrait pas. Il est certain que ces rhums fins ne ressemblent guère aux affreux mélanges qui sont journellement vendus au public en France sous le nom de rhum. Nous voyons ici que Perrault, en 1903, utilise toujours la notion de rhum d'habitant, qui reste bien entendu dominante. Cependant, en 1897, et ce peut-être pour la première fois et sous réserve de trouver une date antérieure, un conseiller général parle de tafia industriel qu'il oppose au tafia agricole. Alors je termine ce récit en parlant d'un sujet jusqu'ici non évoqué, à savoir la production du rhum d'habitation d'un point de vue technique. Comment est organisée une distillerie agricole et quels appareils de distillation utilise-t-on au début du XXe siècle? Une distillerie agricole est composée d'un moulin de broyage, de cuves de fermentation et d'appareils de distillation. Déjà, il faut noter que les appareils de distillation sont quasiment tous fabriqués aux Antilles. Il y a une vraie filière économique, dirait-on aujourd'hui, aux Antilles dans le milieu du rhum. On construit une partie des outils de production et on trouve des tonnelleries. Dans les habitations, les appareils de distillation sont des alambics. Les colonnes de distillation sont plutôt réservées aux usines et aux rhumeries. On peut éventuellement trouver de courtes colonnes de distillation dans les habitations, mais ce sont des cas exceptionnels à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Alors, vous avez deux types d'alambics utilisés. Les alambics improprement appelés de type Perlaba et les alambics de type Priva, du nom du constructeur. L'alambic de type Perlaba, nommé ainsi en référence à un missionnaire dominicain qui a contribué à améliorer la production de rhum à la fin du XVIIe siècle, est très rudimentaire. Il est construit de métal et de bois, la chaudière est chauffée à feu nu, elle est surmontée d'un cône volumineux dans lequel s'élèvent les vapeurs d'alcool. Le cône communique avec un récipient en bois dans lequel s'effectue ce qu'on appelle une rétrogradation, c'est-à-dire une condensation. Cet alcool condensé est renvoyé dans la chaudière grâce à un tuyau d'évacuation. Cependant, les vapeurs d'alcool non condensées repartent de ce récipient en bois en direction du serpentin réfrigérant où elles bénéficient de la condensation qui achève la distillation. Donc on a ici un appareil très basique utilisé dans les rhumeries agricoles en Martinique. Concernant l'alambic Priva, celui-ci est plus sophistiqué. Il est entièrement métallique. Il possède une chaudière à fond plat surmontée de 2 plateaux. Les plateaux permettent une meilleure sélection des éléments aromatiques. Mais le long de cette micro-colonne où sont insérés les plateaux, circule de l'eau qui permet là aussi une rétrogradation du distillat qui retombe dans la chaudière. Les vapeurs d'alcool qui ne sont pas rétrogradées s'échappent vers le serpentin réfrigérant pour devenir du rhum. D'après Perrault, ces distilleries agricoles ne produisent que 5 à 600 litres de rhum par jour et parfois moins. Seules quelques-unes parviennent à produire quotidiennement de 800 à 1000 litres de rhum. C'est sur ces chiffres que se conclut notre récit. Il faut retenir qu'à l'issue de la crise sucrière, l'économie martiniquaise est en partie transformée. Le pouvoir a réussi son exercice d'équilibriste qui consistait à laisser se développer le rhum des distilleries industrielles tout en protégeant tant bien que mal les distilleries agricoles qui pouvaient l'être. Cette industrie, qui est une manne financière colossale pour la Martinique, permet surtout au territoire d'être le premier exportateur de rhum au monde jusqu'en 1902, date à laquelle la ville de Saint-Pierre est rasée par l'éruption de la montagne Pelée.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cela vous a intéressé et nous nous donnons rendez-vous au prochain épisode d'Histoire du Rhum, le podcast, et je vous dis à très bientôt.